Bonjour. Bonjour, bienvenue sur deuxième podcast. Vous êtes encore là, mais quelle grâce. Merci. Ça nous touche beaucoup, surtout le fait même que vous ayez cliqué, ça m'émeut un peu là. Franchement, ouais, ça fait plaisir. Voilà, je suis transcendée De joie. de joie. Attends, c'était quoi dans La Princesse de Clèves, soumise à des transports. C'est cool. Mais aussi, tu Je sais. te souviens de ça? Mais oui, ça m'a Oh la choquée. vache. Mais ouais, on est en transe là. Ça s'entend peut-être pas, mais là on est surexcité. Moi, là, je suis en transe là. Là je suis au top de ma forme. Là, je pourrais pas être plus heureuse actuellement que je ne le suis Ouais. maintenant. Ouais. Hier, je suis passée à Bricomarché, j'ai pris une corde et un tabouret. Elle était grosse la corde ou pas? Parce qu'en fonction. Non, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et en parlant d'histoire, on va vous parler des contes. Oh, jolie transition. T'as vu un peu? C'était très Je sais même pas comment j'ai fait. Bon, bah ouais, les contes quoi. On va aborder le sujet des ouais. contes. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un conte, mais on peut bien donner la définition de ce que c'est qu'un conte. Je suis sûre, il y en a, ils pensent savoir ce que c'est, mais ils savent pas vraiment. En fait, la ligne est très fine, quoi. Donc on sait. Qu'est-ce qu'un conte? Je pense, avant de parler des contes, on va quand même mettre au clair des choses. Oui. Déjà, on va faire la différence entre un conte, un mythe et une légende. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont l'habitude de confondre, et vu qu'ils ont pas de culture, et que nous on en a, parce qu'on est supérieur à vous. Oh la vache, t'es outrée. Je suis loutrée à ce niveau-là. Du coup, on va vous faire une rapide définition, hein, on va pas être barbant, de ce qu'est un mythe, une légende, et on finira par le conte. Vous verrez. Voilà. Est-ce que Bilouz, tu veux commencer? Bah écoute, ouais, pourquoi pas. On va commencer avec le mythe, du coup, puisque c'est ce qui arrive en premier dans notre petite fiche technique. Ouais, il y a de la préparation ici. Eh ouais, ma gueule. Le mythe, c'est un récit fondateur qui cherche à expliquer les origines du monde, des dieux et des phénomènes naturels ou même des cultures. Donc en fait, je pense que tout le monde est familier avec le mot mythologie. Et donc ouais, c'est principalement tout ce qui va concerner les dieux, les déesses, etc. Donc le plus connu, c'est l'Iliade et l'Odyssée de Homère, c'est ça. Ouais. C'est Homère. Donc voilà, donc là-dedans évidemment il y a Poséidon en première partie qui aime bien embêter Ulysse, quoi. C'est pas qu'il aime bien embêter Ulysse, qu'il a littéralement buté son fils en fait. Ouais, c'est des taquineries, c'est les copains. C'est les copains. C'est quand même son fils qui a bouffé la moitié de son équipage. Hein, oui, bon, c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de morts aussi dans les mythes, mais bref. Et après tout, qu'est-ce qui n'est pas une bonne histoire sans meurtre? Bref. J'ai juste envie de laisser ce blanc au montage, vraiment. Tu vas en créer un de blanc, tu vas juste créer un vide comme ça. Je l'étends en mode... Bon, allez. Ça va piquer. Et du coup, c'est quoi la légende? La légende, eh bien, qu'est-ce qu'une légende, ma très chère amie? Ah, moi, je vous dis ce qu'est une légende. Oui. Bah oui, Dis-nous. tout de suite. La légende, c'est plutôt un récit qui mêle des faits réels et des éléments imaginaires ou surnaturels. Et elle est souvent fondée sur une base historique, en fait, mais elle est embellie au fil du temps. Et les personnages sont souvent des figures historiques ou des héros populaires. Et leurs exploits sont amplifiés ou idéalisés. Waouh. C'est en fait... le but de la légende, c'est de magnifier... si je puis dire, un personnage ou un événement, et elle conserve souvent un lien avec la culture locale et les traditions populaires. Et en exemple, on a la légende du roi Arthur, qui est un petit peu la base, Robin des Bois. Et un autre exemple, pas très connu, j'ai l'impression, c'est la bête du Gévaudan. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, la bête du Gévaudan, j'espère que je le prononce bien, au secours, c'est... représenté souvent dans les illustrations comme un gros loup, une grosse bête qui s'attaquait aux troupeaux, qui faisait des massacres et qui aussi, ce qui paraît, s'attaquait à des gens. Sauf que les loups ne s'attaquent pas aux humains, mais bon, ça, je pense que c'est un peu... c'était souvent, on va dire,
pas la mode, mais c'était un peu les frayeurs de l'époque. Ouais, le loup s'attaque aux hommes, le loup est méchant. C'était un prédateur pour les troupeaux, Ouais. donc je pense que les gens ont rapidement associé C'est prédateur pour l'homme aussi, quoi. Bah, c'est pour ça que on parlera des contes après, mais c'est vrai que le loup est un peu représenté comme le prédateur dans les contes. Bah, du coup, fais-nous la définition du conte en fait. Bah, le conte, du coup, ça commence souvent par Il était une... Ça commence tout le temps, en fait, par Il était une fois. Parce que, du coup, c'est pour donner un peu de flou, pour pas donner vraiment de... Une dimension intemporelle en fait. Voilà, c'est ça, pour comme ça, au moins, en fait, on sait pas, il n'y a pas de date précise, c'est pas genre 1995 ou 1717, enfin un truc comme ça, c'est vraiment Il était une fois, c'est arrivé une fois. Il n'y a pas forcément... Il y a des lieux quand même. Oui, Il y a des des lieux. lieux. J'allais dire des conneries, voilà. Mais voilà, ça reste quand même dans le monde de l'imaginaire. C'est complètement inventé. Voilà. Ou alors ça cite pas ses sources, du coup c'est -20 au bac de philo. Mais bref, ouais, il y a, là-dedans on peut retrouver les fées, les sorcières, les ogres. Ouais, il y a beaucoup de légendes qui aident à faire des contes. Il y a pas mal de légendes, Oui. enfin ouais, de contes qui sont inspirés de légendes. C'est vrai. Et justement, il y a même des gens sur YouTube, je vous recommande les vidéos. Écoutez, j'ai pas les noms, mais je sais qu'il y a des gens sur YouTube qui font des super bons parallèles entre les contes et la légende. Le conte qui s'inspire et puise la légende, et même qui se base sur le mythe. Vous aurez un exemple plus tard. Et ouais, mais les contes, ils cherchent aussi à enseigner une leçon avec C'est vrai. Ouais, des Il y a le situations principe morales, de des morale, dilemmes. ouais. Mais il a pas de... Il a pas la prétention, on va dire, de dire la vérité. Il dit pas ça s'est Non, passé. c'est ça, c'est plus pour des... Même pas forcément des leçons, mais plus il y a... Ils ont une signification, les contes. Il y a forcément une signification à trouver. Après, je pense que les gens vont forcément interpréter à leur manière Oui. l'histoire d'un conte. Mais en général, oui, un conte, c'est un peu pour enseigner, quoi. C'est pour ça que c'est si bien, en fait. C'est que même Et oui. dans un seul conte, il peut y avoir plusieurs morales. C'est ça. Hein. Je pense que c'est pour ça que les gens aussi s'attachent à un conte en particulier. C'est parce qu'ils vont se sentir... ils vont se sentir enseignés, ouais. Ouais. Quelque chose, ils vont pas ressortir vide, quoi. Puis même de nos jours, est-ce qu'on continue à inventer des contes? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt des choses qui datent et qui se transmettent, qui sont un peu modifiées avec le temps. Mais pour moi, j'ai en tête, tu sais, le film Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Ouais, je vois. C'est plutôt un peu une sorte de conte moderne. Après, je pense que là, on va partir sur un autre délire que les contes, Ouais. mais de manière générale, c'est dur de se... Il y a un peu tout qui a été inventé maintenant. C'est difficile de vraiment trouver une idée nouvelle, d'être donc je novateur. pense que il y aura forcément une inspiration ou quelque chose comme ça, quelque part. Après, les contes eux-mêmes, ils étaient pas forcément novateurs. Enfin, C'est ça. on va voir plus tard que on a choisi avec Sybille deux contes on aimerait vraiment vous en parler parce que c'est nos préférés. Et vous verrez qu'en fait, à leur manière, ils sont tirés déjà de... Il y a des inspirations. Oui, c'est ça, ça sort pas de nulle part, quoi. Voilà. Comme un artiste qui crée, quand il crée une œuvre, il part pas de zéro, il s'est forcément inspiré d'un de ses contemporains, ou plutôt quelqu'un qui a fait un truc il y a hyper longtemps. Et c'est ça qui rend la chose belle, finalement, c'est que ça vient de quelque chose à la base, quoi, qu'on connaissait déjà, ou pas forcément, mais c'est un peu aussi, justement, même si on connaissait pas cette chose à la base, de la découvrir et de savoir, ah bah tiens, tel conte, il est tiré de telle chose. Puis même, ça y apporte souvent des points de vue plutôt plus contemporains, enfin, pour l'époque. C'est vrai. C'est... Bon, du coup, je pense, sans plus tarder, on va vous parler de nos contes préférés. Là, on n'arrête pas de vous Oui, en teaser fait. depuis tout à l'heure, mais... On fait monter l'attention. C'est ça. C'est le suspense, c'est le Trop fou, suspense. les gars. Bon. Eh bien, je te laisse commencer, Bilouz. Eh ben très bien. Alors moi, personnellement, mon conte préféré, c'est Alice au Pays des Merveilles, du coup, de Lewis Carroll. C'est bon, je pense qu'il y a tout le monde qui le connaît maintenant. Masterclass. C'est incroyable. Le Pays des Merveilles en lui-même, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, je pense, dans Alice au Pays des Merveilles, plus que Alice elle-même. C'est vraiment genre tout ce qu'il a réussi à inventer dans ce pays. Je trouve ça magnifique. Le pays du champignon. Littéralement, oui, on dirait vraiment juste de la drogue, mais Ça, c'est ton monde de rêve, ça. oui, ça c'est mon petit monde à moi. Je Hein. suis sûre, Lorenzo, il ira là-bas.
Oh, chouchou. Un jour. On y croit, on y Voyage croit. auditif. Mais pourtant, Alice ne se drogue pas. Hein, je spoil, attention, spoiler alerte, mais je pense que tout le monde le sait. En fait, c'est juste un rêve, quoi. C'est juste... Alice est naturellement perchée. Réveillez-vous. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'était juste la seule drogue possible à trouver, c'est du thé, quoi. Et elle s'est juste bien Mais défendue. quel type d'herbe? Alors, je sais pas, c'est tellement de la sauge, je sais pas. Je sais pas. Ma gueule. Je La ne sauge sais, en thé. je sais pas ce qui se consomme en Bon, thé. d'accord, écoute. Peut-être du platane, je sais pas. Je sais pas non plus. C'est de la thé. En fait, t'avais tellement de possibilités. T'aurais pu me sortir du tilleul. T'aurais pu me sortir n'importe quoi. Tu m'as sorti du platane. Vraiment, comme si je t'invitais pas à prendre le thé parfois. Du cyprès, oui, tu fais goûter. Du cyprès. Non, mais là, c'est la... Ah, tu sais quoi, continue à Me parler parle, de la liste, me parle pas de ton thé, tu me fais goûter du thé au saveur baklava. là. Oui, mais je veux dire, c'est bien, c'est original. Oui, mais ça pousse pas sur les arbres. Bon, alors, faut dire que dans ma famille, ça se transmet de génération en génération. On adore le thé. Saveur cookie. Je suis sûre, dans mes ancêtres, il y avait des Anglais ou des Indiens. C'est pas possible. Voilà. Bon, des Anglais, c'est un peu plus probable. Mais... Et on adore boire le thé. Et à chaque fois, quand Bilouz vient à la maison, je lui fais le petit rituel. C'est une tasse de thé avec Voilà. drama Mais cookie. c'est jamais vraiment un thé qui sort de l'arbre. C'est toujours, ouais, justement, baklava. Mais c'est des mélanges. Attends, tu sais quoi, je vais ramener la boîte. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, je sais pas concrètement quel thé Alice buvait. Mais dans tous les cas, voilà, c'était une consommation par voie buccale, quoi. Regarde, Et sous forme liquide. baklava, c'est un thé vert parfumé avec de la pistache, des noix, du miel, du quinoa et de l'ananas. Des feuilles d'ananas. Attends. Oui, mais je sais pas s'il y avait de la... Tu vas me faire sniffer le thé comme ça. Attends. Il y a des feuilles. Non, je suis désolée, mais là, tu rentres dans un nouveau débat. On s'en bat les couilles des comptes. Je te montre mon thé. C'est des feuilles d'ananas. C'est un peu du shit. Fais-toi un roulé de baklava, s'il te plaît. Oh la vache. Bon, je suis désolée, je t'ai coupé. Continue. Ouais, bon, je sais même plus ce que je disais. Désolée. Si, bah, en tout cas, voilà, c'était qu'un rêve. En tout cas, tout ce qu'elle a vécu, alors que quand même, elle a quand même vécu pas mal de choses, quoi. Enfin, je veux dire, Lewis Carroll, il a quand même bien tapoté sur sa machine à écrire, quoi. Ça existait même pas à cette époque-là, je crois. Ah ouais? Je sais pas, mais bref, il a quand même bien écrit. Mais ce qui me fait quand même un petit peu... Ce que je trouve quand même vachement sympa, c'est que il a quand même eu l'idée de Alice en première avant de trouver le reste du Pays des Merveilles, quoi. Donc je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ce Pays des Merveilles, mais c'est juste Alice qui l'a trouvé en premier, quoi. Mhm. Donc c'est-à-dire que en fait, Alice, du coup, elle a réellement existé, c'est Alice Liddell, ou Lidl, je sais pas. Miskina. Alice Lidl. Bah, dans notre époque, oui, Miskina, mais bon, je sais pas, Lidl, ça n'existait pas pour les Lewis Carroll. Mais en tout cas, voilà, c'était un ami du père de Alice, qui l'a invité juste à prendre des photos de la famille à la base. Alors, en fait, il a sympathisé avec la petite Alice, 10 ans. Et alors sympathisé dans le bon sens du terme, hein, Lewis Oui. Carroll n'était pas un pédophile. Bande de crasseux, là. Vous avez pensé Voilà. à quoi? Non mais franchement, vous n'avez pas honte. Grave. Ouais, bon, ça peut se comprendre. Non mais voilà, et en fait c'est juste, il s'est noué d'amitié avec Alice. Et à un moment, il s'est juste dit, avec une de ses amies, il s'est dit, hey, si on allait faire une espèce de tour en bateau, et on va se poser dans un petit thé, on va se boire du thé, et viens, on embarque la petite Alice avec nous. Bon, il y a aussi d'autres personnes, hein, il n'y avait pas que Alice avec deux grandes personnes, il y avait d'autres personnes, je crois que c'était même toute la famille Lidl qui était invitée. Bon, je vais continuer à dire Lidl, j'aime bien Lidl. Juste pour le kiff, ouais, continue. Voilà. Et du coup, la petite Lidl boit son petit thé, et c'est en voyant Alice boire son thé que Lewis Carroll s'est dit, putain, je vais faire une histoire sur une nana qui prend un thé, et elle va faire un rêve de malade, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'il a eu Alice au Pays des Merveilles. Alors, il y a même une suite, il y a de l'autre côté du miroir, où tu retrouves, du coup, Alice qui se perd dans le Pays des Merveilles, mais cette fois-ci, elle rentre dans un miroir. Donc, écoute, pourquoi pas. Il y a toujours pas de drogue. C'est toujours la petite Alice. Et cette fois-ci, en fait, elle se balade vraiment dans le jardin, en fait, du Pays des Merveilles.
Et je l'aime bien cette seconde partie, parce qu'en fait, il y a plein de jeux de mots quand tu lis la version originale. En fait, il y a plein de jeux de mots, par exemple, à un moment, elle croise des butterflies, donc butterfly, c'est papillon, et sauf que c'est littéralement butter, beurre, et fly, mouche, et du coup, en fait, la description qu'il donne à Lewis Carroll, c'est littéralement des bâtons de beurre avec des ailes, quoi. Et je trouve ça trop bien. Et il y a que ça, c'est vraiment le seul truc qui m'a marqué le plus, mais il y en a plein, des comme ça, des petits jeux de mots qui se baladent dans le pays des merveilles, quoi. Et c'est sympa. C'est un monde où il n'y a pas de règles, en fait. Ou plutôt que les règles, elles sont contournées. Bah, c'est pas vraiment une question de règles, c'est vraiment un pays imaginaire et merveilleux. Et Alice, en fait, elle est juste... elle y peut rien, genre, elle est juste comme ça, elle se dit, ok, il y a un putain de bâton de beurre qui me parle et qui vole en face de moi. Pourquoi pas ? Mais, bah écoute, s'il veut parler, je vais lui parler, quoi. Elle se pose pas de questions, en fait. Et il y a un peu, ouais, cette acceptation de la non-normalité qu'on a, nous, pauvres mortels. De juste se dire, bah ouais, en fait, elle parle, genre même dans Alice au Pays des Merveilles, tout simplement, genre elle parle avec un lièvre de Mars et un chapelier fou, elle prend du thé avec eux, et elle se dit juste, ouais, bah je prends un thé avec deux gens que je connais pas, mais vas-y, je suis bien, quoi, je bois du thé, c'est cool. Calme et posé. Ouais, elle va se faire trancher la tête avec entourée de cartes à jouer, et elle se dit juste, putain, fait chier, quoi, on va me couper la tête alors que j'ai rien fait. Est-ce que... Justement, Lewis Carroll, il se serait pas représenté dans Le Chapelier Fou ? D'une certaine manière, on peut se dire que oui. Et en fait, il y a plein de clins d'œil. De ce que tu me dis, genre que Lewis Carroll buvait le thé avec Alice et des collègues, que c'est là qu'en fait son imagination bouillonnait, c'est quand il a eu l'idée. Bah, je pense qu'il a dû se dire d'abord, ouais, je vais faire l'histoire d'une petite fille qui va boire un thé, et après, je pense que, ouais, il a certainement dû imaginer en premier la scène où Alice boit son thé avec le chapelier fou et le lièvre de Mars. Et après, je pense que peut-être que le reste est venu, donc qu'est-ce qu'elle foutait à boire un thé avec un lièvre de Mars et un chapelier fou, etc. Donc peut-être bien que oui, le chapelier fou, c'est peut-être bien Lewis Carroll, J'ai pas regardé ni trouvé vraiment si Lewis Carroll s'était représenté dans... On peut voir ça comme une interprétation personnelle. Oui, franchement, ouais. Et à ce moment-là, qui il serait, parce qu'il y a aussi le chat de Cheshire, qui est le seul personnage à peu près normal. Normal ? Pas vraiment normal. Il disparaît. Oui, non, mais dans le sens où dans sa tête, ça va, quoi. Il est pas fou. Ah, ça dépend les types de... Dans la version de Disney, il avait l'air complètement starbe. Bah, justement, ça dépend des interprétations. Alors, on va parler de l'interprétation de Disney, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire entre les deux, parce que du coup, j'ai lu la version originale. Et en soi, le chat Cheshire, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est un peu mon personnage préféré quand même, parce que il joue un peu avec Alice, genre à un moment, elle s'apprête à se faire trancher la tête et il lui dit carrément à la reine, ouais c'est elle, comme ça en mode c'est elle la coupable, et du coup la reine elle est en mode putain je vais la buter, mais en fait non mais elle a rien fait quoi. Donc, du coup le chat il joue vraiment, genre il s'éclate au Pays des Merveilles, il fait partie du Pays des Merveilles et il s'éclate. Et c'est vrai que du coup là tu me parlais de l'adaptation de Disney, il y a eu plein d'adaptations de Alice au Pays des Merveilles, il y a eu des films, il y a eu Disney aussi, il y a même eu un jeu vidéo. Ah ouais, mais je crois que ça se passe dans un hôpital psychiatrique, j'ai pas bien compris. Voilà. Je sais pas, je joue pas assez aux jeux vidéo pour savoir, mais j'aime bien justement Alice in Borderland. Ouais, bah oui aussi d'ailleurs, mais là c'est plus les personnages qui ont été inspirés pour le manga et du coup la série qui est sortie après. Comment il s'appelait déjà le gars genre c'était le chat justement. Shishia. Ah, Shishia. C'était Shishia. Le personnage principal, c'est Alisouf. Ah, oui. Parce que c'est comme ça que tu prononces le mot Alice. Alice, ouais. Ouais. Et après, t'as la reine, etc. Enfin, t'as Quina, etc. La meuf, c'était quel rôle le love interest de Alice. Je crois qu'elle avait pas d'importance dans... Miskin. Non, je sais même plus son nom. Ah, la pauvre. Bon, c'est pas grave. Je sais pas. Après, il y a pas tout. Mais en tout cas, oui, ce que j'aime bien dans Disney, c'est qu'ils ont... Du coup, ouais, ils sont quand même assez connus pour avoir pris des contes et les avoir interprétés version Disney. Et les contes étaient quand même déjà... Enfin, à cette époque-là, à l'époque où c'était sorti, c'était dessiné pour les enfants. Et Disney s'est juste dit, non, c'est pas assez pour les enfants, c'est trop trash, donc on va la transformer en enfant. Donc ils ont pris quelque chose pour enfants, et ils l'ont censuré pour que ça passe pour les enfants. Ah, oui. Et juste cette tu m'avais raconté petite chose,
Ça me fait marrer, quoi. Parce que, ouais, mais n'empêche, c'est vrai qu'une fois que tu lis la véritable version d'Alice au Pays des Merveilles, tu dis, ah ouais, quand même. Donc, rien que... Il y a un des principes, du coup, dans Alice au Pays des Merveilles, c'est le fait qu'elle grandisse et qu'elle rapetississe dès qu'elle bouffe un truc, en fait. Et ce qui me fait marrer, c'est que justement, dans le Disney, tu la vois vraiment qui grandit, elle devient géante, puis après, elle rapetissit, elle devient vraiment toute petite. Alors que dans la version de Lewis Carroll, la version originale, en fait, elle grandit pas, elle s'allonge. Donc, c'est-à-dire que c'est juste ses membres qui s'allongent. Donc, son corps reste le même. C'est juste que du coup, elle va avoir son cou qui va s'allonger. Donc, à un moment, je crois elle se fait même comparer à une girafe, justement. Il y a un gars qui lui dit, mais je savais pas que les girafes, ça ressemblait à ça. Elle dit, mais je suis pas une girafe, je suis juste une petite fille. Et pareil, t'as ses bras qui s'allongent, etc. C'est assez terrifiant, quoi. T'as aussi une scène qu'ils ont pas mis dans le Disney, et heureusement, où t'as une dame qui essaie de calmer son bébé, et du coup, sauf qu'elle fait n'importe quoi. Je crois qu'elle lui met du poivre à la gueule à un moment. Oula, et là, du coup, Alice, elle se dit, ouais, je vais aider cette pauvre dame, parce que le bébé, il crie très fort, il y a beaucoup de bruit dans la maison de cette dame. Du coup, elle prend le bébé, en fait, c'est pas un bébé, c'est un cochon. Super. Et du coup, Alice, elle est en panique, je crois qu'elle fait tomber le bébé, enfin, c'est un bordel. La pire mère, vraiment. Et franchement, ouais, c'est n'importe quoi, il y a tout le monde qui crie à cette scène. Cette scène, elle était un peu... elle était dure à lire, hein, parce que quand même, il y a beaucoup de bruit, c'est le bordel. Lewis Carroll, il est quand même vachement fort, il a réussi à rendre cette scène absolument horrible. Mais ouais, heureusement qu'ils l'ont pas mis dans Disney, franchement, parce que on s'en serait bien passé. Merci Disney, voilà. Merci à Disney. Bon, bah écoute, ça se voit que c'est ton conte préféré. Ouais. Parce que là, il y a une vraie passion. Ah non, mais là, c'est... En parlant de passion, je vais vous parler de de mon conte préféré. Mais oui, si vas-y, on t'écoute. Non, mais... T'as d'autres choses à rajouter? J'ai plus rien à ajouter, à part si t'as des questions, je sais pas, mais j'ai dit pas mal de trucs après, donc... Pour l'instant, j'ai pas de questions qui me viennent, mais je pense... J'ai fait un gros monologue, oui, j'étais inarrêtable. C'est tranquille, en vrai, hein. Super. Ça va. Bon. Bah, on t'écoute, du coup. Et oui, sans plus attendre, je vais vous présenter mon conte préféré. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est absolument pas un secret. Il s'agit bel et bien de La Belle et la Bête. Et avant de vous dire pourquoi c'est mon préféré et pourquoi je l'ai choisi, j'aimerais quand même vous parler de l'origine de ce conte. Alors, il y a deux origines. Une origine qui remonte à la mythologie, à la Grèce antique, et une origine qui remonte en 1537. Je vais commencer par celle de 1537, puisque pour moi, c'est vraiment... Il y a peu de personnes qui connaissent cette histoire. Ah bon. Et c'est l'histoire de Petrus Gonzalvus. Waouh. Le nom de famille est horrible, mais bon. Alors, Petrus Gonzalvus est né en 1537 sur l'île de Tenerife, dans les îles Canaries. Et il souffrait d'un handicap qui s'appelait l'hypertrichose congénitale, généralement appelé le syndrome du loup-garou. Et cette condition provoque une croissance excessive de poils qui donne à l'individu une apparence inhabituelle et bestiale. Bon, selon les normes de l'époque, mais je pense les normes de notre époque aussi, où ça fait un peu peur quand même. Oui, j'ai vu son visage et oui. Vous pouvez accéder au portrait de ce fameux personnage. Petrus Gonzalvus. Voilà. Bon, à l'âge de 10 ans, Petrus est envoyé en France et offert au roi Henri II. Petit cadeau. Comme une curiosité vivante. Que le roi Henri II était friand de ce genre d'activité. D'homme poilu. Il aimait tout ce qui était curieux. Il se faisait chier, ce roi. C'est-à-dire que toutes les occasions de se divertir étaient bonnes à prendre et qu'il aimait vraiment beaucoup collectionner des curiosités. À ce moment-là, tu prends un thé à la sauge. Un thé là-bas à la sauge. Et justement, quand Pétrus fut offert au roi de France, plutôt que d'être traité comme un animal, il a été éduqué à la cour royale et il a reçu une formation de noble. Et du coup, il parlait plusieurs langues et il avait des manières raffinées. Donc à l'âge de 10 ans. Autrement dit, il n'avait pas l'accent espagnol quand il parlait. Wow. Et Henri II, il a eu une idée, ce bâtard. Excusez-moi, messire, mais il a décidé de le marier à une femme de la cour qui s'appelle Catherine Raffelin, pour observer si une telle union pouvait produire des enfants atteints de la même condition. Voilà. Et donc Catherine, une femme noble, elle a été probablement choisie pour cette expérience. Et selon les récits, elle a accepté le mariage. Et à la surprise de beaucoup, leur relation a été heureuse. Oh. Voilà, et ils eurent plusieurs enfants. Certains d'entre eux héritèrent de la condition de Pétrus.
Donc c'est l'origine la première origine de ce conte. Ensuite, il y a une origine qui remonte à la mythologie et aux légendes antiques, qui est l'histoire de Psyché et Cupidon. Je sais que c'est assez surprenant, mais en fait, étant une fan de ce conte et que j'aime beaucoup la recherche, donc j'ai vraiment mené mon enquête sur ce conte-là pour le coup. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Psyché et Cupidon, c'est assez passionnant. Je vais faire assez court parce que c'est un long conte, mais c'est une princesse qui s'appelle Psyché et qui a été offerte en mariage au dieu Cupidon. Le problème, c'est que Cupidon ou Eros, pour ceux qui préfèrent, où en fait il y a eu un accord entre Psyché et Eros, c'est que Psyché toute la journée était seule dans le beau palais de Cupidon, donc elle ne manquait de rien mais elle se sentait seule, et le soir Cupidon venait lui rendre visite. Inutile de vous expliquer ce qu'il faisait, voilà, ils se découvraient l'un l'autre dans le noir, et Cupidon a dit à Psyché: jamais tu ne regardes mon visage. Super. Sous aucun prétexte, parce que c'est le dieu de l'amour, donc il voulait, je pense qu'il voulait avoir des sentiments sincères vis-à-vis de cette personne, et pas uniquement parce que c'est un beau gosse. Sauf qu'à un moment, Psyché s'est retournée. Parce que elle brûlait d'envie de savoir qui c'était. Ça faisait un moment qu'elle couchait avec quelqu'un sans savoir qui c'était. C'était un peu cringe au bout d'un moment. Et en fait, à ce moment-là, il a disparu, fou de colère. Non, je t'avais dit de pas me regarder. Et donc il disparaît. Et Psyché est super triste parce que son mec a disparu. Et elle se met à errer, et je crois qu'il y a eu d'autres dramas, mais au final ça se finit bien parce que Psyché est intelligente, et Psyché et Zeus aimaient bien Psyché. Pas dans le sens romantique, mais en mode oui, c'est Zeus, hein. Elle est cool. Il avait pas envie de la sauter, celle-là. Ah, pour une fois. Parce que il aimait bien Eros. Il lui a dit écoute, ouais, je vais t'aider. Alors que Héra, comme d'hab. Oh non, c'est pas Héra, c'est Aphrodite justement qui était jalouse. Pas de son fils, mais oui, du coup Aphrodite est la fille et c'est la mère, la mère de Eros. Et Aphrodite, en fait, elle avait le seum parce que Psyché était plus belle qu'elle. Les gens disaient que Psyché était plus belle qu'elle. Donc elle avait le seum, elle voulait lui faire la peau, en fait. Mais Zeus la protégeait. Bon, ça c'est l'histoire de Psyché et Cupidon, dans le sens où on retrouve un peu ce concept de amour, amour compliqué, Psyché qui erre seule dans un palais, qui n'a pas le droit de voir à quoi ressemble son amant. C'est une sorte de secret, voilà. Pourquoi La Belle et la Bête est mon conte préféré? Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce que ce conte, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai depuis très longtemps, depuis que j'ai découvert le dessin animé de Disney, je vais pas vous mentir. Et aussi depuis que j'avais découvert la version de Madame le Prince de Beaumont. Bon, ce conte, c'est mon préféré dans le sens où je trouve que pour une fois, le personnage féminin est trop bien écrit. En fait, il est super bien ficelé. La personnalité de la Belle, dans le conte de Madame le Prince de Beaumont, sa personnalité est pas non plus hyper détaillée. Mais je trouve qu'avec le temps, et avec son personnage, il a été étoffé. Et c'est vraiment une femme avec de la culture. Une femme qui a un bon caractère et qui a surtout de bonnes valeurs morales. Ouais, elle est pas juste belle, quoi. Et pour une fois, c'est le prince qui dépend de la princesse. Et ça j'ai kiffé. This is modern feminism. Mais littéralement, je suis désolée, mais Belle, c'est une bad bitch. Elle pèse dans le game. Dans ce niveau-là, sans elle, la bête serait encore en train d'errer dans son château tout pourri. Et tout pourri, non, il est stylé quand même, il est riche. Sugar daddy. Quoique un peu poilu. Bon, enfin bref. Je trouve aussi que ce conte est mon préféré parce que les adaptations sont à chaque fois magiques. J'ai fait les recherches sur les origines de ce conte, mais aussi sur les adaptations qu'il y a pu avoir, et filmiques et littéraires. Ok. J'ai pas compté le nombre d'adaptations que j'ai pu lire. C'est un peu la honte aussi d'énoncer ça, le chiffre, mais au-dessus de 10, déjà ça c'est sûr. Et les films, à chaque fois, en fait c'est les décors qui sont bien traités. L'univers, le suspense aussi qui est abordé. En fait, c'est vraiment, par exemple, la version de Jean Cocteau, pour moi, qui est vraiment un des premiers films français de science-fiction, où vraiment les effets spéciaux ont été
bien pensé, je trouve, des manières cinématographiques de montrer le surnaturel sans utiliser des énormes moyens. Hein. Des fois c'est un peu goofy parce que c'est des vieux effets spéciaux, donc il y a un moment où Catherine Deneuve, oui parce que c'est elle qui fait Belle, est littéralement transportée sur un petit machin à roulettes pour faire genre elle lévite, ça c'est trop drôle. Oh la vache. Voilà, toute une recherche esthétique autour de ce conte et une belle morale derrière qui est ne vous méfiez pas des apparences, la princesse aussi peut sauver le prince. Une bête peut être un humain, je sais pas. Oui, c'est pas parce que ton mec est moche et qu'il pue de la gueule et qu'il est pas bien éduqué qu'il qu'il peut est pas poilu. T'offrir un château. Ah, c'est ça que le... Attention, les hommes poilus peuvent être gentils. Ouais, vous pouvez être portugais et être très poli. Oh la vache. C'est un autre débat. Autre débat, un peu raciste, je suis désolée. Mais je suis désolée, voilà, c'est bon. La belle et la bête, On est alors. portugais, on vous aime. Si vous êtes portugais et que vous écoutez ce On vous aime, on aime tout le on monde. adore les portugais. Bon, moi, c'est plus simple, j'aime personne, donc voilà. On est à égalité. Voilà, il y en a une, elle aime tout le monde sauf les portugais, moi j'aime personne, c'est plus simple. Voilà. Oh là là. Bon, enfin bref, un conte assez... Tu me casses. Maintenant je pense à un portugais. C'est toi qui as dit portugais, hein. Tout le conte prend tout son sens. En fait, c'est l'histoire d'une française avec un portugais, quoi. La française et le portugais. Vive la révolution. C'est juste pour à la fin, il a juste ses papiers, en fait. Et en plus c'est un conte français, ça se passe en France. C'est une dinguerie. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux dire à peu près, en tout cas qui me vient de tête sur La Belle et la Bête. Si t'as des questions à me poser, je t'en prie. Est-ce que j'ai des questions? Bah, déjà, qu'est-ce qui... Enfin, là, du coup, on a parlé un peu féminisme avec pourquoi t'aimes La Belle et la Bête, mais est-ce que du coup, la Belle, c'est ton personnage préféré ou est-ce que t'en as d'autres? Enfin, Des contes? Des contes ou même des adaptations, de manière générale, c'est lequel ton personnage qui t'a vraiment le plus... vraiment coup de cœur, quoi? Alors, c'est... Comment dire? Je dirais La Belle, logiquement. Mais honnêtement, mon vrai personnage préféré, c'est la Bête. Ah! Pourquoi? Donc j'ai parlé de la Belle, le féminisme, tout ça, qui est belle, en plus d'être cultivée. Mais je trouve que la Bête, c'est quand même... comment dire? Il peut y avoir plusieurs interprétations, et une interprétation que j'ai bien aimée, c'est que la Bête, c'est un peu la bête humaine. Un peu nos parties refoulées. Une partie de nous qui est refoulée, quelque chose de bestial, de... C'est le thé à la sauge, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a fait boire encore? Il dit si près. J'ai vraiment senti quelque chose de bestial. Non, mais C'est une bête, putain. En fait, c'est juste un phacochère. c'est Pumba. Welcome Pumba. Ah, putain, C'est la Belle et Pumba. Bon, c'est un être torturé, dark, mais qui a quand même, malgré son apparence rebutante, Il a un grand cœur. un grand cœur. Et il a un secret. Et il a beaucoup d'argent. Oui, il a un secret aussi. Les hommes ont leur propre part de sensibilité, représentée par la rose. Et que dans cette société patriarcale où nous vivons, et où nous n'avons de cesse de lutter contre, nous nous rendons compte que les hommes aussi souffrent parfois de cette situation et qu'ils doivent se forger, j'ai fait des guillemets avec mes doigts, et qu'ils doivent se forger une apparence, une coquille, pour faire ressortir quelque chose... Qui se sentent obligés de faire ressortir quelque chose de primaire, tu vois, en mode la mode, et tous les hommes ne sont pas comme ça, mais qu'à l'intérieur, ils souffrent. Et ils ont besoin, et ils sont sensibles, on est tous fragiles. On est un peu comme... tu vois la théorie du homard? Tu connais ou pas? Je crois que tu m'en avais déjà parlé, mais je veux bien que tu l'expliques. Alors là, de nom, j'ai pas le nom de la théoricienne qui a développé ça, mais le complexe du homard, c'est... Biril. Le complexe du homard, c'est... pendant l'adolescence, un enfant est très sensible, c'est une période hyper compliquée qu'il traverse, puisque faut le voir comme un homard qui change de carapace, et jusqu'à ce qu'il s'en fasse une nouvelle plus résistante, il est nu.
Et l'adolescence, c'est ça. Il est nu, il est, comment dire, il est livré à lui-même, et il est très fragile avec les hormones, tout ça. On peut opposer ce syndrome du homard à, du coup, la bête. C'est-à-dire qu'il a une grosse carapace, quelque chose de vraiment qui le surplombe, qui le rend horripilant, qui le rend hideux, qui lui donne cette position de force, mais à l'intérieur, c'est un homard nu. Enfin, c'est très perché ce que je dis, mais... Je vois. Il est soumis à son sort, il est soumis à sa condition de bête, et même s'il a tout l'or du monde, il a aucune confiance en lui. Ok, ouais. Et je trouve que, en général, les gens s'attardent beaucoup sur, comme je l'ai fait en fait, sur la moralité de ce conte, qui est ne faites pas attention aux apparences, mais on peut aussi le voir comme on est tous fragiles, quelque part. Ouais, toute notre part de fragilité, sensibilité. Et oui, et je dirais que le moment où il se retransforme en prince, c'est une sorte de mise à nu. Ouais, je vois. Où en fait, il abandonne sa carapace pour se livrer complètement à la belle et lui dire c'est grâce à l'amour, c'est grâce à l'aide que tu m'as donnée que j'arrive à sortir de ma carapace, à être complètement moi. Alors j'ai une autre question, mais avant je vais repasser vite fait sur Alice au Pays des Merveilles. Bien sûr, vas-y, pas de soucis. Parce que y a aussi quelque chose que j'aime bien dans Alice au Pays des Merveilles, c'est le principe de la reine de cœur, justement, qui est du coup un peu la méchante, si on peut dire, d'Alice au Pays des Merveilles, parce que la nana, elle veut quand même trancher des têtes, quoi. Et c'est justement ce que j'aime bien, c'est que, en fait, elle est pas tant présente que ça dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, genre elle est là à la fin pour le procès et compagnie. Mais elle est pas, enfin elle veut pas particulièrement de mal uniquement à Alice, en fait elle en veut à tout le monde. Et c'est un trait que j'aime bien justement dans Alice au Pays des Merveilles, c'est que le méchant, ça pose la question, le méchant, est-ce qu'il est si méchant que ça? Du coup un peu oui quand même parce qu'elle veut tuer des gens. Un petit peu. Mais voilà, et justement, je me rends compte que j'ai pas tant de choses que ça à dire, c'est très complexe de parler de la reine de cœur en elle-même. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sans vraiment rien avoir à dire dessus. Mais du coup, ça me permet de te retourner la question, toi, et qu'est-ce que tu penses de Gaston? Alors, le personnage en lui-même, pas forcément son rapport au conte, mais qu'est-ce que tu penses de la personne qui est Gaston? Alors déjà, Gaston, il a été inventé par Disney. Ah, ça je savais pas, tu vois. Gaston, il n'existe pas dans le livre de Madame le Prince de Beaumont. En fait, il a été inventé par Disney pour être une sorte de rival, être une sorte de homme corrompu, pour faire ressortir la bonté de la bête. Comme si ça suffisait pas, tu vois. Comme s'il fallait toujours en rajouter un peu plus. Donc en fait, dans le conte original, genre c'est juste... la totalité du conte, c'est juste Belle qui se perd dans un château et qui essaye de pécho une bête? Non. Ah. Le conte original de Madame le Prince de Beaumont, je peux la faire rapide, c'est assez court. Ouais, fais rapide. Alors, c'est l'histoire d'un marchand qui a 3 filles et 3 fils. Ce marchand est très riche, puisqu'il possède 3 bateaux. Mais les 3 bateaux se sont perdus dans une tempête, bref, il a tout perdu, sa famille s'est mise à vivre dans la campagne, reclus. Et un jour, on lui annonce qu'un de ses bateaux a miraculeusement été sauvé et qu'il est au port. Donc, lui, il y va, mais il apprend qu'en fait, il a perdu le droit sur sa marchandise. Son bateau ne lui appartient plus. Et, il est triste parce qu'il ne possède plus rien et il rentre bredouille, mais sur le chemin du retour, il se perd et il arrive dans le royaume, enfin dans le château de la bête. Et quand il arrive, il est super bien accueilli. Bon, la bête n'est pas là, évidemment, mais il avait super faim, il y a un banquet, son cheval était blessé, il a été bandé, et il avait apporté une liste avec lui, le père, de tout ce qu'il fallait qu'il ramène à sa famille. Et comme par hasard, tout était dans une boîte, dans une malle. Tout ce qu'il avait demandé, les robes, les bijoux, le parfum. Et à la fin, il est resté dormir la nuit parce qu'il faisait froid, et au petit matin, en partant, il s'est rappelé du cadeau que lui avait demandé sa fille, une rose. Donc il se dit, il n'y a pas de rose. Je vais en cueillir une dans le jardin, ça devrait aller, et puis je m'en vais. Le problème, c'est que
il ne fallait pas cueillir cette rose parce que ça n'a pas plu à la bête. Et la bête a débarqué, l'a menacé de le tuer lui et toute sa famille si jamais il ne revenait pas avec une de ses filles. Wow. En échange de la fleur. Donc le père, il rentre, il est complètement matrixé. Il n'est jamais revenu dans le château de la bête, ça c'est Disney qui a inventé. Et sa fille Belle, la plus gentille, a dit « Non mais je vais prendre votre place, mon père, gna gna. » Donc elle est partie, elle a pris la place de son père, et c'est comme ça qu'elle a fait rencontre avec la bête, c'est que, c'est à force de rester avec la bête, elle a appris à mieux le connaître. Et puis ils avaient conclu une sorte de marché, c'est qu'au bout d'un moment, ils se connaissaient bien tous les deux. Et son père lui manquait, à ce qui paraît, son père était malade. Du coup, la bête lui offre un anneau, une bague, où il suffisait de la mettre pour arriver chez elle, elle l'enlève, et quand elle veut rentrer chez la bête, elle remet l'anneau. Donc elle arrive chez elle, son père est malade, elle reste avec lui pendant sa convalescence. Elle devait rester max 3 jours, sauf qu'en fait elle s'est endormie et elle a trop kiffé son temps. Et elle a pris son temps et elle avait perdu la bague, je crois. Et quand elle est revenue, la bête elle était tellement triste qu'elle en est morte de chagrin. Oh. Et c'est en arrivant voir la bête qu'elle a dit « Non, la bête, je t'aime, gna gna gna. » Et là la bête se transforme en prince. Ok. J'ai essayé de faire court, je suis désolée, j'ai été pris par un résumé très long. Je vois ça. Mais oui, mais Gaston n'a jamais existé. Je savais pas, mais du coup, est-ce que du coup, t'as quand même un avis sur le personnage? Ouais. Et laquelle des versions d'ailleurs Est-ce que du coup, parce que les deux versions sont quand même assez différentes du coup, sans Gaston. Est-ce que du coup, t'as une préférence entre les deux? On va dire que la version de Disney est beaucoup plus gaie. Ouais. Beaucoup plus joyeuse. Y a en plus, ils ont rajouté des petits bibelots là qui parlent. Ouais, ça c'est sympa aussi. Ça c'est cool, ça rajoute une âme. En fait, ça permet à la Belle de se sentir moins seule et d'avoir plus de sous-scénarios. Pour Disney, c'était intéressant parce que un enfant qui voit une princesse toute seule dans un château, c'est déprimant. Je trouve que ça rend aussi la bête plus attachante dans le sens où justement tu parlais un peu. Il est pas associable. C'est ça, tu parlais tout à l'heure un peu de voir vraiment la bête comme quelque chose de méchant, etc. Et là, le fait de le voir entouré de tous ses anciens potes, etc., qu'il n'a pas tué, ça le rend plus appréciable, en fait. Tu te rends compte que, quand même, il est bien entouré, les gens restent quand même avec lui, alors qu'il aurait pu se barrer, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Mais je saurais pas te dire quelle version je préfère, si ce n'est que je trouve que la version d'origine est beaucoup plus fournie. Ouais. En termes d'intrigue, même de poésie. Et puis l'ambiance aussi, c'est beaucoup... Moi, je me base beaucoup sur les ambiances. Ouais. Je trouve que l'ambiance du vieux conte est plus sombre, évidemment, mais qui a plus de... c'est un peu plus mature. Ok. Et ça, j'aime bien. Pour la version de Disney, je la kiffe tout autant, hein. J'adore la regarder. Le live action était pour moi trop bien. J'ai trop aimé le live action de Disney. Et pourtant, je suis difficile pour les live action de Disney, mais vraiment, lui, pour moi, c'était un des plus réussis. Je sais pas ce que vous direz en commentaire, vous, parce que bon, live action de Disney, c'est un bon gros sujet de discussion. Bon, du coup, on a bien parlé, là. Franchement, ouais. Et ça fait quand même 42 minutes qu'on parle. Voilà. J'ai pas vu le temps passer. On a fait des sacrés monologues sur... en fait, on s'était dit, on va parler des contes de manière générale. En fait, on a parlé juste de contes. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, mais vu que c'est nos préférés, on s'est vraiment étalé comme nos rats. On a pris notre place, quoi. Mais je trouve que c'est bien, parce qu'en abordant quand même ces sujets-là, ça peut... ça visualise de manière générale les contes où il y a toujours le principe de morale, de merveilleux, parce que voilà, quoi. En tout cas, c'est adapté de la réalité aussi. Ça m'a fait grave plaisir d'en parler. Bah ouais, ça fait du bien de parler des choses qu'on aime. Pour un deuxième épisode, on est pas mal, hein. Franchement, ouais. Vraiment, on a passé du gore au conte. Sans aucun il y a un peu de gore, hein. Un peu dans le conte. Si vous avez des idées de thèmes qu'on pourrait aborder dans les podcasts, hein, je repose ça là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On en parlera avec plaisir. Enfin, on va les choisir quand même, c'est notre podcast. Mais n'hésitez pas à nous donner vos idées, tout ça. C'est toujours la bienvenue. On aime bien parler d'un peu de tout et de rien. On a toujours un truc à dire sur quelque chose. Donc, Puis vu que vous êtes que 12, ça va être facile à choisir, à trier, je veux dire. Écoutez, on va se retrouver dans un prochain épisode, très certainement. Ouais, merci d'avoir écouté en entier. Hein. Ouais, merci beaucoup. Franchement, merci de pas avoir de vie. C'était lourd. Je sais, je m'excuse. Mais pas vraiment en même temps. Ah. Bon au revoir.